Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce deuxième rendez-vous des midi-conférences de la Fondation du barreau du Québec. Merci de votre présence. Nous sommes ravis de voir l'engouement pour ces webconférences. Nous affichons complet aujourd'hui. Vous êtes plus de 300 personnes connectées partout au Québec. En participant à nos événements, vous posez également un geste fort de soutien à la Fondation. Grâce à vous, nous pouvons poursuivre nos programmes et publier des guides d'information, subventionner des projets de recherche ou encore accorder des bourses à des étudiants et étudiantes stagiaires qui souhaitent accéder à la profession. Nous sommes également fiers de bénéficier pour cette saison du soutien de deux partenaires présentateurs majeurs, le CAEJ et la Corporation de services du barreau. Le CAEJ est le quotidien d'information juridique du Québec. Il négocie pour ses membres l'accès à l'information juridique essentielle, et ce, au meilleur coût. Les ressources juridiques québécoises et canadiennes sont ici à la portée des membres où qu'ils soient et quelle que soit leur pratique. Vous retrouvez d'ailleurs sur le site du CAEJ les articles publiés par Maître Lallier. La Corporation de services du barreau du Québec, qui offre, elle, aux membres du barreau des services de qualité et pertinents pour l'exercice de la profession. La Corpo vous accompagne notamment dans votre développement professionnel avec Jury Carrière, le portail d'emploi juridique, dans votre pratique en droit de la famille avec Jury Famille, dans vos besoins financiers avec les fonds de placement du barreau du Québec. La Corpo a aussi négocié des ententes avec des partenaires de renom en assurance de personnes et de dommages et bien d'autres services. Des milliers d'avocats et avocates partout au Québec font appel aux services de la Corpo. Consultez leur site aujourd'hui pour en savoir davantage. Un rappel sur le déroulement de la webconférence. La présentation sera suivie d'une session de questions-réponses. Nous vous invitons à utiliser l'icône en bas de votre écran pour poser vos questions par écrit. Je vous rappelle que ces questions n'ont pas vocation à traiter des cas particuliers. Vous recevrez un courriel aussi la semaine prochaine avec la présentation PowerPoint en ligne sur le site du CAEJ et le lien pour la rediffusion de la webconférence sur notre chaîne YouTube avec votre attestation de participation. Quelques mots sur notre conférencier, Maître Éric Lallier. Nous avons le plaisir d'accueillir Maître Éric Lallier, associé chez Norton Rose Fulbright Canada et gouverneur de la Fondation du barreau. Éric Lallier prête main forte aux employeurs québécois et canadiens et leur offre des conseils pratiques en lien avec une grande variété de questions juridiques, notamment l'interprétation et l'application des conventions collectives et de contrats d'emploi, des questions de santé et de sécurité au travail, l'arbitrage de griefs, ainsi que des questions en matière pénale. Dans le cadre de sa pratique, M. Maître Lallier s'intéresse plus particulièrement à certains aspects du droit, notamment la procédure civile, les recours tels les injonctions, les révisions judiciaires, les questions relatives au harcèlement en milieu de travail, les droits de la personne, ainsi qu'à tout ce qui touche la protection des renseignements personnels et le droit du travail dans un contexte transactionnel. Nous le remercions d'avoir accepté notre invitation à animer cette webconférence. Dans le contexte inédit que nous vivons actuellement avec l'adoption massive du télétravail en entreprise, nous pensons que son sujet sera une source d'information pour bon nombre d'entre vous. Maître Lallier va notamment aborder les droits et les obligations des employeurs et des salariés dans ce contexte. Sans plus tarder, je lui cède la parole. Merci, Maître Lallier. Merci à vous. Bonjour à tous et à toutes. Vraiment très heureux de venir, en fait, luncher virtuellement avec vous dans un contexte inédit, certes pour les employeurs et les salariés du Québec, mais aussi pour nous tous qui se retrouvons, comme on le fait ce midi, à discuter de sujets comme ceux-là par voie virtuelle, ce qui diffère certainement de notre quotidien pré-COVID, mais qui rend la chose fort intéressante parce qu'on peut donc discuter de partout au Québec d'un sujet qui, en fait, forcément passionne tous les praticiens en droit du travail actuellement, le télétravail. On a 1 heure devant nous. J'ai recensé les principaux éléments, ceux qui font l'objet des discussions le plus souvent dans ma pratique et qui, je pense, pourront certainement vous intéresser. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? D'entrée de jeu de ce que j'appelle, moi, le nouveau paradigme du télétravail. En fait, le télétravail existait. Le travail à distance faisait partie intégrante de certaines structures et de certains milieux de travail au Québec, mais il n'a jamais été aussi populaire, aussi nécessaire qu'il ne l'est actuellement.
et ça force les entreprises québécoises à revoir complètement leur plan de match. Et je vous démontrerai, en fait, il y a certaines statistiques qu'on voit apparaître et qui sont fort éloquentes sur ce regain ou en fait cet élan de popularité en lien avec le télétravail. On discutera ensuite de ce qu'est le télétravail dans la relation d'emploi comme telle. Le télétravail ou le lieu où on exécute le travail normalement, c'est une condition d'emploi. Pour certains, c'était une condition d'emploi existante avant la pandémie. Pour d'autres, ce sera une nouvelle condition d'emploi postérieurement ou en tout cas dans l'exercice de cette nouvelle réalité. Et on verra les risques qui sont associés à l'imposition de cette mesure-là et comment on peut l'implanter dans les milieux de travail. On parlera aussi de ce qui fait couler beaucoup d'encre, c'est-à-dire la gestion de la santé et de la sécurité dans le cadre du télétravail. C'est déjà une chose complexe que celle de gérer la santé et la sécurité sur les lieux physiques qui sont contrôlés par un employeur. Alors, vous pouvez imaginer le casse-tête que ça entraîne de devoir maintenant le faire à des endroits satellites qui, au surplus, sont les lieux de résidence privés des employés et des salariés. On parlera aussi rapidement de ce que l'on peut faire en matière de surveillance dans le cadre du télétravail. Alors, on parlera de gestion de performance, gestion des horaires de travail, gestion du temps supplémentaire et aussi de surveillance électronique, c'est-à-dire que quand on sait les moyens technologiques dont on dispose maintenant, comment peuvent-ils être utilisés dans la surveillance et dans le suivi de l'exécution des tâches des salariés qui sont en télétravail. Et enfin, on touchera quelques mots parce qu'on se fait de plus en plus poser de questions à ce sujet-là et je dirais que le législateur aussi est questionné, interrogé à cet égard. C'est tout ce qui est en lien avec le droit à la déconnexion, un concept dont bien des gens parlent, mais qui est somme toute inexistant dans nos lois actuelles et quelques mots sur la protection des renseignements personnels. Évidemment, on terminera le tout avec vos questions et j'ai bien hâte de pouvoir y répondre. Alors, c'est parti. En fait, je vous disais, le nouveau paradigme du télétravail, en fait, le télétravail n'existe pas dans nos lois. Il n'y a pas de définition qui s'y trouve. Il n'y a pas de cadre qui s'y applique. C'est le cadre générique. Alors, la définition que l'on a trouvée, que l'on utilise parfois, c'est celle qui a été donnée par le ministère du Travail en 2002. Alors, il y a 18 ans déjà maintenant, où on parlait de l'exercice du travail à l'extérieur de l'établissement appartenant à l'employeur et que l'on exécute les tâches à partir du domicile en transmettant ces résultats des activités lors du passage au bureau. Dans les temps qui courent, c'est pratiquement impossible. Ou en utilisant les moyens de télécommunication disponibles, les signes du temps. On parlait au ministère du Travail à l'époque du télécopieur comme étant un moyen de distribution du résultat de ces activités. Alors, le télétravail, qui est le moyen défini que l'on vient de voir, en 2016, alors c'est un mini pas de recul, là, on ne parle pas de l'âge d'or. 2016, Statistique Canada faisait une étude et elle nous indiquait que 12,7 % des Canadiens faisaient au moins 1 heure de télétravail par semaine et 2,8 % de la population canadienne, elle faisait plus de 15 heures de travail par semaine. Alors, ces chiffres-là, qui sont pratiquement, en fait, familiques quand on y pense, là, donc un tout petit pourcentage de la population qui utilisait le télétravail de façon soutenue. Et voyons ce que c'est devenu dans le contexte pandémique actuel. 2 coups de sonde. Le premier, en juin 2020, auprès des Québécois qui étaient en télétravail. 92 % des gens, maintenant, évidemment, envisagent un changement radical de leur manière de travailler dans le futur et sont d'avis que l'employeur n'aura pas le choix que de permettre le télétravail. Alors, c'est quand même une position forte. 8 % des gens souhaitent travailler uniquement à l'établissement de l'employeur. Donc, les gens qui souhaitent demeurer physiquement entièrement sur les lieux de l'entreprise, c'est un tout petit pourcentage. 62 % veulent travailler dans l'avenir plus souvent à la maison, même 100 % du temps. 74 % des gens pensent être plus productifs en télétravail. Alors ça, les chercheurs dans le futur pourront nous dire s'ils ont raison ou s'ils ont tort, mais il y a une perception très forte à l'effet que l'on est davantage concentré sur son travail lorsqu'on peut le faire de la maison. Évidemment, le plus grand élément, c'est celui de la conciliation vie personnelle, travail, où on parle de 60 % de la population qui estime que c'est un gain pour eux, le télétravail, quand on l'envisage sous l'angle de la conciliation travail, vie personnelle, famille.
quand on regarde tout ça, puis qu'on regarde en juin 2020 ce que les employeurs pensaient de la situation, bien, il y avait 31 d'entre eux seulement qui avaient une intention d'assouplir les politiques en matière de télétravail. Fort à parier que ce chiffre-là, maintenant, à la lumière de la situation actuelle, est en augmentation. On était en juin. Regardons ce qui se produit en août maintenant. Récent sondage qui a été publié. Et on a pratiquement 60 des gens qui préfèrent travailler à distance, que ce soit de leur maison ou de leur chalet. Ça, on abordera ça un peu plus tard. Puis, parce que les statistiques sont révélatrices sur un point. Les gens recherchent de la flexibilité. Et la flexibilité, c'est entre autres dans le lieu où on exécutera le télétravail. Et on verra que ça, c'est une dynamique très préoccupante pour les employeurs parce que quand on dit, évidemment, flexibilité, il y a le corollaire qui est celui de la perte de contrôle. 47 des employés ont recommencé à se présenter au bureau, mais uniquement 14 d'entre eux ont véritablement envie d'y retourner. Et regardez la statistique suivante, 14 des Québécois qui sont anxieux à l'idée de retourner au bureau et 18 qui s'y opposent tout simplement. Alors, ça vous fait pratiquement un travailleur sur 3 qui est soit a des sentiments anxiogènes par rapport à la situation ou ne veulent tout simplement pas y retourner. Alors, vous voyez que quand on fait le portrait, il y a un vent très fort qui n'est pas que guidé par la pandémie, qui est aussi guidé par un désir de flexibilité, comme je l'indiquais, et les statistiques, les chiffres, les pourcentages en témoignent. Évidemment, il y a des avantages importants pour les employés. On parle d'horaires plus souples, diminution des déplacements, meilleure conciliation travail-famille, je l'ai mentionné plus tôt. On parle aussi des avantages pour les employeurs, productivité. En fait, il semble y avoir à tout le monde une perception d'une plus grande productivité, réduction des coûts d'espace de bureau. Là, je ne vendrai pas ici de scoop en vous l'indiquant. Et une diminution souhaitée du taux d'absentéisme, en fait, parce que les obligations familiales, entre autres, sont des motifs d'absence régulièrement vécus dans les milieux de travail. Cette introduction étant complétée, il faut néanmoins admettre que la situation est loin d'être parfaite ou en tout cas claire en tout point et qu'il y a des défis qui se posent. Le premier, c'est que l'encadrement législatif en matière de télétravail, il est limité. En fait, il est inexistant de façon spécifique pour le télétravail. Il faut donc se rabattre sur les concepts juridiques usuels, connus, génériques. Ceci dit, cette situation-là va vraisemblablement être appelée à changer. Vous avez certainement vu dans les médias dans les dernières semaines l'intention communiquée par le gouvernement québécois d'apporter des changements. On ne parle pas d'une refonte en profondeur, mais d'amendements qui pourraient être apportés au Code du travail, loi sur les normes, loi sur la santé et la sécurité, pour tenir compte de cette réalité-là. L'autre défi, c'est qu'évidemment, l'exercice du droit de direction des entreprises maintenant rencontre des difficultés à la fois pratiques et juridiques. Et évidemment, quand on délocalise le milieu de travail, je le disais tout à l'heure, plus de flexibilité, moins de contrôle, ça devient très difficile pour un employeur d'exercer ses droits de direction de façon cohérente et avec une approche là, qui est la même pour tous. L'autre défi, c'est qu'évidemment, la frontière des droits individuels et celle des obligations en matière de travail est parfois mince. Si on se rapproche du domicile, on le verra tout à l'heure, des employés, on se rapproche de ce que les tribunaux ont qualifié de forteresse, d'endroit de dernier rempart. Alors, si tant est que l'on s'attaque à ces droits-là, bien, ça vient aussi avec des conséquences et là réside toute la difficulté entourant la gestion du télétravail. Et évidemment, bon, on l'abordera peu aujourd'hui puisque on va se concentrer davantage sur les questions juridiques, mais il y a aussi d'importantes considérations d'un point de vue de gestion des ressources humaines, développement de compétences, ce qu'on appelle en très bon français le team building. Alors, ces éléments-là aussi font en sorte que certains employeurs se creusent la tête actuellement à savoir comment on va implanter une stratégie qui a du sens d'un point de vue de télétravail. Débutons donc avec la portion maintenant plus juridique et parlons du télétravail comme condition d'emploi. Alors, bien sûr, le contexte de la pandémie a forcé le télétravail et il n'y a personne qui peut remettre en doute la légitimité d'une mesure comme celle-là dans un contexte pandémique, dans un contexte d'urgence sanitaire, dans un contexte où les autorités compétentes ont soit fortement recommandé et même à certains égards exigé le télétravail comme condition de maintien en activité de certaines entreprises pendant la pandémie.
Alors, c'est tout à fait, je le disais, légitime que dans une situation exceptionnelle qui, on l'espère, est temporaire, on puisse mettre en place des solutions comme celle-ci qui sont, elles aussi, techniquement exceptionnelles et temporaires. Maintenant, il ne faut pas oublier, parce que c'est fondamental, que le lieu où on exécute le travail, c'est une condition d'emploi. Alors, dans bien des contrats de travail, dans bien des conventions de collectives, on désigne l'établissement, on désigne le lieu où le travail va s'effectuer, on désigne le bureau, la place d'affaires. Alors, si, parce que l'on souhaite modifier notre structure, on souhaite par ailleurs modifier le lieu où on exécute le travail, c'est une modification aux conditions d'emploi. Et c'est pour ça qu'on se pose certaines questions à l'heure actuelle, et je suis persuadé que vous vous les posez également. Puis certaines de ces questions-là se formulent de la façon suivante, c'est-à-dire est-ce qu'on peut forcer le retour des employés physiquement au bureau ou à l'inverse, imposer que les employés exécutent leurs fonctions désormais en télétravail? Puis est-ce que les employés, eux, vont pouvoir exiger de continuer à effectuer le télétravail ou à l'inverse, demander que ça cesse? Et aujourd'hui, on va travailler dans un contexte hypothétique, celui où on retrouvera une certaine normalité, parce qu'évidemment, je vous ai dit d'entrée de jeu que si les règles sanitaires, les règles émises par les autorités compétentes justifiaient le maintien du télétravail, c'était, à mon sens, une justification pour une mesure exceptionnelle et temporaire. Alors, on va prendre pour acquis aujourd'hui que cette situation-là, à un moment ou à un autre, va se régulariser et que les employeurs vont devoir prendre des décisions sur leur désir de revoir ou non leur structure. Et certains d'entre eux ont déjà d'ailleurs annoncé publiquement qu'ils avaient l'intention de le faire. Deux décisions importantes dans l'analyse de ces questions-là, à savoir si un employeur peut ou non imposer le télétravail s'il ne le faisait pas auparavant et l'exercice de son droit de direction dans ce contexte-là. La Cour d'appel du Québec, en 2005, a rendu une décision qui a été depuis régulièrement citée comme précédent à cet égard-là, où un employeur avait en place un système d'urgence. On est à parler de l'affaire Desnoyers et Centre de jeunesse de Québec. Et les travailleurs étaient présents physiquement sur les lieux pour les quarts de nuit pour traiter des urgences. À un certain moment, pour des contraintes budgétaires, pour des raisons organisationnelles, l'employeur a émis des directives où il exigeait dorénavant que des employés soient de garde à leur résidence, à partir de laquelle ils allaient désormais traiter des urgences en question avec un système de rémunération qui était en conséquence et également avec des équipements qui étaient fournis par l'entreprise. Le syndicat, dans cette affaire-là, on était dans un milieu de travail syndiqué, a contesté cette directive-là par voie de grief en estimant qu'on était devant des conditions de travail qui étaient déraisonnables et qui violaient la Charte des droits et libertés. L'arbitre de grief, au départ, a rejeté le grief, étant d'avis que l'employeur pouvait, en vertu de ses droits de direction, modifier la façon dont il organisait le travail. Et on s'est déplacé jusqu'en cour d'appel où le plus haut tribunal québécois a déterminé que c'était une violation des droits fondamentaux. Et la violation des droits fondamentaux, plus particulièrement du droit à la vie privée, était en fait l'imposition unilatérale de ce nouveau mode de fonctionnement qui consistait à forcer les employés à demeurer à leur domicile. Alors évidemment, quand on prend ces principes-là, puis je me permets une parenthèse, la décision date de 2005, c'était évidemment un cas très particulier en milieu syndiqué. La Cour d'appel, d'ailleurs, dans ses conclusions, le rappelle que chaque cas est un cas particulier qui doit faire preuve ou doit faire, en fait, avec une analyse qui vient avec ce cas particulier-là. Donc, je pense que dans certaines circonstances, il faudra être prudent dans l'application du principe puis dans l'application du précédent, mais néanmoins, la Cour d'appel est très dure et parle d'une intrusion physique et psychologique dans le domicile de ces employés-là et conclut que c'était une décision illégale de l'employeur de forcer de cette façon le télétravail. En même temps, on a, puis je vais vous inviter à la seconde décision, celle de Farber, qui est un vieux précédent que certains reconnaîtront certainement. Aussi le principe voulant qu'un employeur conserve la faculté
de modifier unilatéralement le contrat d'emploi de ses employés, de ses salariés, dans la mesure où la modification, elle n'est pas substantielle. Parce que si elle est substantielle, à ce moment-là, l'employé peut prétendre qu'il fait l'objet d'un congédiement déguisé, qu'on a modifié son contrat d'une façon telle que c'est comme si on y avait mis fin. Alors, vous avez ces deux principes forts-là qui trouvent application et qui, quand on les met en affrontement, nous amènent au constat suivant. Un employeur peut unilatéralement imposer le télétravail s'il obtient le consentement de l'employé. Ça, évidemment, c'est peut-être souligner l'évidence, mais c'est néanmoins important. C'est la règle contractuelle qui s'appliquera alors. Et évidemment, petit conseil pour tous et chacun, cette entente-là devrait être consignée par écrit et devrait contenir les règles précises qui s'appliquent à cette nouvelle condition d'emploi-là. À défaut, on peut aussi envisager de donner un préavis précédant la modification au contrat d'emploi. Pourquoi? Bien, ça, c'est l'application de l'article 2091 du Code civil du Québec qui dit qu'on peut mettre fin à un emploi ou à un contrat d'emploi en donnant un préavis raisonnable. Et ici, si on avisait l'ensemble des employés d'une modification à leur contrat de travail, puisqu'on modifie le lieu d'exécution des fonctions suffisamment longtemps à l'avance, on pourrait certainement prétendre, dans le contexte d'un débat sur cette question, que l'on a respecté la loi, puisque certes, on a modifié les conditions de travail, mais en donnant le préavis suffisant, même si on nous reprochait d'avoir résilié le contrat, bien, on a satisfait à nos obligations. Évidemment, ces commentaires-là se font sous réserve de ce qui doit être fait dans les milieux syndiqués, c'est-à-dire négocier les conditions de travail et d'emploi avec les syndicats parties prenantes à la convention collective. Il peut y avoir une tonne de réserve à cette affirmation-là, mais évidemment, je préfère mettre en garde, vous mettre en garde pour ceux et celles qui œuvrent dans des milieux syndiqués que certaines variations peuvent effectivement s'appliquer. Ceci étant dit, évidemment, un employeur va pouvoir forcer un certain retour à la normale après ou une fois que les autorités auront levé certaines interdictions. C'est déjà le cas actuellement. Puis on voit énormément de résistance de certains employés qui prétendent ou soutiennent, pour des raisons parfois, même voire souvent fort légitimes, qu'ils préféreraient ne pas revenir au travail. Bien évidemment, dans la mesure où les autorités publiques l'acceptent, le tolèrent, le cautionnent dans certains cas, comme on a pu le voir dans certaines interventions en lien avec le centre-ville de Montréal, entre autres, bien, c'est la règle donc contractuelle qui s'applique aussi. Et si le lieu d'exécution du travail est physique, un employeur est à ce moment-là justifié de demander la présence des salariés, puisque s'il ne peut imposer ou qu'il peut l'imposer, mais avec certaines difficultés, le télétravail, bien, un employé, à contrario, ne pourra pas, lui, l'exiger. Le dernier point, encore une fois, c'est peut-être une certaine évidence, mais on le voit en pratique, c'est malheureusement souvent omis, que ce soit à l'embauche, puisque ça devient très, très, très important maintenant à l'embauche de bien définir le contexte contractuel, hein, c'est-à-dire la façon dont les parties entrevoient la relation d'emploi et où elle va, quand on parle de la prestation de travail, s'effectuer, devrait contenir des règles claires ou une politique devrait être en place pour être bien certain que les parties savent quelles sont les règles du jeu et comment elles seront appliquées. Parlons maintenant de l'autre élément qui fait couler beaucoup d'encre, je l'ai dit d'entrée de jeu, mais la gestion de la santé et de la sécurité au travail. Première question qu'on nous pose fréquemment, c'est est-ce qu'un employé qui travaille de la maison peut se blesser et être indemnisé par la CNSST dans le contexte d'une réclamation pour accident de travail? On a quelques indices dans la loi. En fait, je ne vous donnerai pas la fin de l'histoire tout de suite. On ira voir certains précédents après, mais on a quelques indices dans la loi, entre autres dans la définition de ce qu'est un accident de travail, plus particulièrement l'article 2 de la loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, la LATMP. Vous excuserez si j'utilise
l'acronyme pour la suite. On parle d'un événement qui est imprévu et qui survient par une personne à l'occasion de son travail. Donc, évidemment, ce que l'on indique ici, c'est que dans la mesure où le fait accidentel survient pendant que la personne exécute son travail, ce sera considéré comme un accident de travail. Quand on parle de lésion professionnelle, on parle alors d'une blessure ou d'une maladie qui survient à l'occasion d'un accident de travail, dont on vient de voir la définition. Et enfin, on peut lire que la maladie professionnelle, elle, est une maladie qui est contractée par le fait ou à l'occasion du travail. Alors, encore une fois, que l'on parle d'accident de travail, de lésion professionnelle ou de maladie professionnelle, on retrouve la notion de l'exécution du travail liée à cette maladie, à cet accident ou à cette lésion. On a un indice encore plus important à l'article 28 de la loi. Pour ceux qui sont familiers avec l'application de la LATMP, l'article 28 crée une présomption en faveur des salariés à l'effet qu'une blessure est survenue sur les lieux du travail alors que le travailleur était à son travail. Donc, dans la mesure où le travailleur fait cette démonstration-là, il bénéficie de la présomption qu'il s'agit bel et bien d'un accident de travail, d'une lésion professionnelle. Et ici, on parle de la blessure qui survient sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail. Alors, la question fondamentale qui a été soumise aux tribunaux, c'est est-ce que le lieu de résidence est un lieu de travail? Puisque, évidemment, ce serait difficilement contestable que le travailleur n'exécute pas son travail. Il est en télétravail, l'expression le dit. Et en fait, c'est tout à fait, moi je dirais, indiscutable que l'employé qui est à la maison, dans le cadre de l'exécution de ses fonctions, est bel et bien à son travail. Les tribunaux, comme je le disais, ont répondu à la question. Trois petits précédents intéressants et qui nous indiquent la tendance générale, puis un peu comment on peut percevoir l'interprétation qu'en font les tribunaux, plus particulièrement le tribunal administratif du travail, qui est l'entité spécialisée dans ces questions-là. Ici, on voit une décision de son ancêtre, la Commission des lésions professionnelles. C'était une coordonnatrice ici qui faisait un travail principalement exercé à sa résidence. Elle a, dans le cadre de son travail, allait-elle soulever une boîte de dossiers. Elle faisait du classement, puis à ce moment-là, elle ressentit une vive douleur au dos. Et là, l'employeur dans ce dossier-là a contesté la réclamation au motif justement que la personne exécutait son travail à sa résidence. Et on voit très clairement de l'extrait qu'on cite ici que puisque la travailleuse fait du télétravail, son domicile doit être considéré comme étant les lieux du travail. Donc, on répond à la question que je soulevais tout à l'heure. Est-ce que le domicile peut être considéré comme le lieu du travail au sens du tribunal? Oui. Et ça nous indique clairement la difficulté qu'entraîne le travail à résidence pour déterminer si la personne est dans sa sphère personnelle ou professionnelle. Parce que c'est la question que l'on doit trancher pour déterminer si une réclamation est ou non valide. Plusieurs, et ceux qui pratiquent en matière de santé et sécurité, savent qu'il y a pendant longtemps eu un certain contentieux au tribunal administratif du travail, à la CLP, à savoir si les événements qui survenaient dans les lieux, disons, où on pouvait exercer des activités davantage privées, on parle aux cafétérias, stationnements, etc., qui sont situés près, aux abords ou à l'intérieur des établissements de l'employeur étaient ou non des accidents de travail. La jurisprudence a clairement mentionné que dans la mesure où on était dans la sphère professionnelle, qu'il y avait un facteur de relation entre la sphère professionnelle et l'accident lui-même, que ce serait un accident de travail. Alors, ce même principe-là s'applique dans le travail à domicile, sauf qu'évidemment, il y a beaucoup moins de pouvoir de contrôle d'un employeur dans ce contexte-là. Alors, ça veut dire quoi? Et c'est bon à la fois pour les salariés et les entreprises, c'est de s'assurer qu'on a un mécanisme très clair de divulgation immédiate des accidents survenus, même en télétravail. C'est de s'assurer aussi qu'on a le matériel adéquat qui est soit fourni ou à la disposition ou dont les salariés se seront procurés et qu'ils utilisent en télétravail, en parlant entre autres d'ergonomie, bien sûr, mais aussi de lieux où le télétravail est exercé. Plusieurs employés aiment bien exécuter le télétravail à la table de cuisine et on s'entend que les chaises de la table de cuisine, sauf pour certaines exceptions, ne sont peut-être pas ergonomiques au point où le seraient des chaises spécifiquement utilisées pour le travail de bureau. Donc, ça, c'est un très bon exemple. Alors, une entreprise avisée et des salariés
soucieux de maintenir leur santé et leur sécurité, devront réfléchir à ces questions parce qu'à défaut, ben, les règles en matière d'accident de travail, de lésions professionnelles et de maladies professionnelles peuvent s'appliquer. Autre exemple au même effet qui illustre bien le propos. On avait un conseiller ici en publicité qui devait se déplacer pour son travail et faire des rencontres avec des clients, mais aussi du travail à domicile. Il rentre chez lui après une rencontre et glisse malchanceux sur une plaque de glace, brille de ses dents, blessure à la tête, pouce, etc. Réclamation auprès de la CNESST et conclusion ici du tribunal à l'effet que bien que l'événement ne soit pas survenu sur les lieux du travail comme tel, c'est-à-dire dans les locaux physiques de l'employeur, il survient dans le cadre d'un déplacement relié au travail et la réclamation a été acceptée. Alors ici, vous avez une très belle illustration de ce que je mentionnais plus tôt, c'est-à-dire la détermination de la sphère personnelle versus professionnelle. Et quand il y a une relation avec la sphère professionnelle, on verra qu'une réclamation, normalement, sera acceptée. Si l'on, et c'est la dernière décision là, à ce sujet-là, on regarde l'affaire Desrochers maintenant, vérificatrice financière qui passait un peu de temps à la maison, un peu de temps au bureau physique de l'employeur. Elle rentre à la maison et en tentant de sortir la valise de sa voiture, se blesse. Alors, vous voyez, là, ici, on est parti d'une personne qui faisait du classement directement lié à son travail, à une personne qui revient d'une activité liée au travail et qui glisse sur la plaque de glace. Et on termine avec un exemple d'une personne qui tente de sortir sa valise, donc un matériel bien lié à l'exécution de ses fonctions. Et là aussi, le tribunal a reconnu qu'il s'agissait bel et bien d'un accident de travail. Donc, conclusion à l'égard de l'application de la LATMP, il n'existe, à mon avis, aucun doute que la LATMP s'applique au travail à domicile, s'applique au télétravail. La difficulté va résider dans la détermination de l'activité elle-même qui a mené à l'accident, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agissait d'une activité personnelle ou d'une activité professionnelle. Et s'il y a un facteur de rattachement avec l'activité professionnelle, eh bien, les chances sont vraisemblablement que l'on aura ou on fera face à des réclamations acceptées pour accident de travail. Ça pose, je le disais, plusieurs difficultés. Vous imaginez quelqu'un qui prend un appel conférence, vous l'avez tous fait, j'en suis persuadé, tout en vaquant à d'autres occupations, par exemple aller se chercher un café et qui glisse sur le plancher fraîchement lavé de la résidence. Alors, ces questions-là, elles seront éminemment plus nombreuses compte tenu des statistiques que l'on a vues auparavant et on peut anticiper des débats assez intéressants devant les tribunaux à cet égard-là. Je regarde un instant l'heure pour être bien certain de respecter mon engagement, c'est-à-dire de terminer le tout à 13h pour pouvoir répondre à vos questions et je l'ai dit tantôt, puis hâte de le faire. Alors maintenant, on a vu que le travail à domicile peut évidemment entraîner un accident de travail. Donc, la question connexe ou le corollaire de ça, c'est de réfléchir à l'application aussi de la loi sur la santé et la sécurité du travail. Alors, vous devinez certainement qu'elle s'applique. À mon sens, c'est tout à fait clair. Et si elle s'applique, ça vient avec des obligations. Ça vient des obligations pour les deux parties. Alors, à la fois employeur et employé. Pour l'employeur, évidemment, c'est clair, c'est de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et l'intégrité physique du travailleur. Ça inclut, à mon sens, de le faire là où le travail s'exécute. Vous avez vu d'ailleurs la définition de lieu de travail à l'article 1. Et l'employé, lui aussi, a des obligations, et ça, on l'oublie parfois. Mais ce sera important dans l'analyse de certaines mesures de surveillance que l'on va faire ensemble ultérieurement. Mais le travailleur, lui, doit participer à l'identification puis à l'élimination des risques d'accident de travail ou de maladie professionnelle sur le lieu de travail. Et à partir du moment où le lieu de travail, c'est l'endroit où s'exécute le travail, comme on le voit à la définition de l'article 1, à mon sens, ça signifie qu'un employé doit, donc lui aussi, identifier les risques, s'assurer de les éliminer. Et c'est donc dire que dans l'exécution de son travail, il doit s'assurer que son environnement est propice à l'exécution de ses tâches. Bref, on voit rapidement que même si le législateur n'a pas encadré spécifiquement le télétravail, il ne l'a pas défini,
il y a une série d'obligations qui y sont reliées et qui sont imposantes. En fait, elles le sont dans les milieux physiques de travail et a fortiori, elles le sont également dans les lieux de résidence où s'exécute le télétravail. Bon, on a couvert ensemble ce qu'est le télétravail, donc une condition d'emploi. On a discuté aussi des obligations en matière de santé et sécurité. D'autres questions sont fréquemment soulevées sur l'application des normes du travail ou des règles spécifiques à l'exécution du travail comme tel. Plus particulièrement, qui paye quoi? Hein? Ça, c'est évidemment toujours une question importante dans la relation entre employé et employeur. Mais aussi comment on applique les règles en matière de temps supplémentaire, entre autres, ou contrôle des heures de travail. Alors, comme on n'a pas de règles spécifiques, encore une fois, on doit se rabattre sur les règles générales qui trouvent application ici. Donc, évidemment, les dispositions de la loi sur les normes du travail constituent au Québec pour les entreprises de juridiction provinciale. Si on a des gens qui travaillent davantage avec les organisations sous juridiction fédérale, c'est évidemment le Code canadien du travail qui s'applique. La première question, qui paie quoi, en fait, pour les outils de travail, pour les entreprises de juridiction provinciale, c'est, en fait, normalement, si l'employeur le souhaite, il peut le faire et ce n'est pas un problème, mais il peut aussi refuser de le faire dans la mesure où l'employé, au terme des calculs qui seront faits, déduction faite de la valeur des outils qui sont exigés, est toujours payé au-delà du salaire minimum pour sa prestation de travail. Alors, si c'est le cas, un employeur peut exiger de ses employés qu'il lui-même obtienne les équipements nécessaires. On va entre autres penser, puis c'est peut-être le plus fréquent actuellement, les coûts reliés à l'Internet, à titre d'exemple. Alors ça, si on fait le calcul ou la base en se rapportant sur le salaire annuel de la personne, l'impact financier de l'investissement requis pour l'Internet, par exemple, et qu'on en arrive à la conclusion que la personne fait toujours plus que le salaire minimum, c'est une mesure légale. Évidemment, je ne discute pas ici aujourd'hui de l'opportunité ou non de le faire. Je vais laisser le soin aux gens en ressources humaines et aux gens à l'interne dans les organisations de le faire. Mais d'un strict point de vue légal, c'est cette règle-là qui s'applique. Pour lui, il y a des avantages fiscaux potentiels aussi pour les gens qui doivent faire du télétravail. Je ne suis pas fiscaliste et je ne ferai pas aujourd'hui de cours à cet égard, mais sachez que c'est un élément aussi à prendre en compte dans l'analyse de la situation. Maintenant, contrôle des absences, des heures de travail, du paiement temps supplémentaire, c'est les mêmes règles qui s'appliquent. C'est peut-être en pratique que ça deviendra plus difficile, mais un employé, qu'il soit en télétravail ou présent physiquement sur les lieux, a droit de s'absenter pour les mêmes motifs, obligations familiales, raisons médicales, congés de toute autre nature qui peut être prévu par les lois ou le contrat de travail. Dans le contexte des heures qui sont rémunérées et qui sont travaillées, en fait, c'est les heures rémunérées qui sont travaillées, à moins qu'on ait en place un salaire annuel négocié par les parties. Et le temps supplémentaire, les règles aussi s'appliquent. Alors vient alors la difficulté de contrôler ces mêmes heures supplémentaires-là et la jurisprudence nous a rappelé que ce n'est pas parce que l'on tolérait, acceptait, négociait, prévoyait le télétravail que l'employeur perd la faculté ou en fait perd le devoir de contrôler les heures supplémentaires. Puis on l'a vu dans un très bon exemple ici. Poursuite envers un axe employeur pour des heures supplémentaires qui étaient impayées. On était face à une salariée qui travaillait exclusivement de la maison, avait l'équipement fourni par l'employeur. Elle soutenait qu'elle avait fait une série d'heures supplémentaires qui n'avaient pas été rémunérées. Et l'employeur, lui, en réponse, disait, écoutez, les heures de travail étaient de toute façon incontrôlables. C'est une exception, ça, prévue dans la loi sur les normes du travail, l'article 54, qui précise que lorsque l'exécution du travail en temps supplémentaire est incontrôlable, on n'a pas à rémunérer. Et le tribunal dit, écoutez, non, ce n'est pas un très bon argument. En fait, les heures n'étaient pas incontrôlables, elles étaient plutôt incontrôlées, dira le juge administratif Brault, et après explique qu'il n'y avait aucune mesure de contrôle qui avait été mise en place. Bref, leçon importante à tirer, et je pense là encore que c'est bon à la fois pour salariés et employeurs, c'est-à-dire que l'on doit s'assurer que les règles en matière de temps supplémentaire sont claires, que les règles en matière d'heures travaillées sont claires. On peut penser à une préautorisation du temps supplémentaire, à une vérification hebdomadaire par
des feuilles de temps, par exemple. Bref, il y a une série de mesures de contrôle qui peuvent être mises en place, mais on pourra faire face à la même situation que celle de l'affaire société immobilière à défaut de mesures de contrôle pour les gens qui effectuent du télétravail. Bon, le dernier point plus important, je vois le temps qui file, mais je veux qu'on prenne peut-être ensemble le temps de regarder ces questions-là parce qu'on nous les pose aussi régulièrement, c'est-à-dire est-ce que l'on peut surveiller nos employés ou comment peut-on s'assurer du travail adéquat de nos employés lorsqu'ils se trouvent en télétravail? Vous voyez que 3 personnes sur 4 pensent qu'ils sont plus productifs lorsqu'ils sont à la maison, mais lorsqu'on est à la maison aussi, et il peut y avoir des tentations de faire autre chose que de se livrer à notre prestation de travail. Et à ce moment-là, ben, comment on peut vérifier ce qu'il en est? Bon, je le disais tout à l'heure, le domicile de l'employé, c'est la dernière forteresse. Là. Les tribunaux regorgent d'exemples où on a qualifié le domicile de l'employé de cette façon. Pourquoi? Ben, c'est fort simple, en fait. La Charte des droits et libertés de la personne, le Code civil du Québec protège le droit à la vie privée, la jouissance paisible des biens. La Charte prévoit aussi qu'on doit avoir des conditions de travail qui sont raisonnables. Le Code civil parle du respect de la vie privée et parle, en fait, même spécifiquement du fait qu'on ne peut pénétrer chez quelqu'un ou encore surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit. Alors, vous voyez que les protections sont importantes, imposantes, onéreuses et en fait, c'est tout à fait approprié. Mais quand on le place ce droit à la vie privée-là contre le droit, j'aime pas dire contre, mais face au droit de direction de l'employeur, bien là, c'est un certain choc et il faut voir comment on peut tracer les balises. Alors, surveillance électronique, commençons par ça. Je suis content qu'on puisse en parler parce qu'il y a une décision tout à fait récente rendue au mois d'août qui a aussi fait jaser un peu dans les médias. Elle fait l'objet actuellement, à ma connaissance, d'un contrôle judiciaire, donc son suivi sera fort intéressant, mais elle résume excessivement bien le cadre juridique applicable à ces questions-là. Ce n'est pas tout à fait dans l'exercice du télétravail que la décision a été rendue, mais à mon sens, elle nous donne de très bons indicateurs de ce qu'un employeur peut ou non faire dans la surveillance de ses employés en télétravail. Donc, employeur ici qui met en place un logiciel connu, commercialement disponible de surveillance électronique. En fait, ce que fait le logiciel, il fait une série de choses, là, et je suis loin d'être un excellent technicien, mais ce qu'il fait, c'est qu'il recense la consultation des sites Internet par les employés. Et il prend donc, à l'aide d'un système de gestion des données, là, les 14 000 postes de travail de la Ville de Montréal et les 22 000 employés qui se partagent ces postes de travail-là. Et puis, 4 fois par année, il dresse la liste des 50 plus grands utilisateurs de sites qui ne sont pas directement liés au travail. En fait, le logiciel permet aussi de s'assurer de la protection des données, de la relation entre le travail et les sites qui sont consultés. Puis de façon plus générale, c'est une façon que s'est donnée la Ville de Montréal pour assurer l'intégrité de son système informatique. Donc, le syndicat, lui, dépose un grief en disant que c'est une surveillance illégale des employés, puis il vise plus particulièrement le fait que le logiciel ressort les 50 plus grands utilisateurs, puis ce qui permet à l'employeur par la suite de faire des vérifications additionnelles, à savoir s'il y a des gens qui ont violé ou non sa politique. Et au terme du débat là, qui a duré quelques jours devant l'arbitre de grief, le tribunal d'arbitrage conclut que ce n'est pas une surveillance qui est continue et illégale, et qu'au contraire, c'est un moyen tout à fait légitime pour l'employeur d'effectuer des vérifications pour assurer la sécurité de son réseau informatique et que le fait de recueillir ces données-là ne lui paraît pas comme une surveillance de la nature de celle d'une caméra, par exemple, qui filmerait en tout temps le lieu d'exécution de travail d'une personne. Alors, appliquant ces principes-là, appliquant les principes d'interprétation de la Charte, l'arbitre de grief en vient à la conclusion que le système qui était mis en place était tout à fait légitime et c'est un précédent qui vient ici rappeler qu'un employeur peut, dans la mesure où sa surveillance n'est pas continue, dans la mesure où sa surveillance n'est pas ciblée, peut mettre en place des mécanismes de vérification de l'utilisation de son système informatique
Et ce sera d'autant plus important de le faire dans un contexte de télétravail où, encore une fois, on sera satellitaire, hein, et où on aura un contrôle réduit sur l'utilisation de l'équipement informatique. Alors, cette surveillance-là, si on peut l'appeler de cette façon-là, a deux objectifs. Évidemment, le premier, c'est de s'assurer du suivi adéquat de la prestation de travail, mais le second, c'est aussi et surtout de s'assurer que l'on respectera, je l'aborderai brièvement tout à l'heure, nos obligations puis nos engagements en matière de protection de la confidentialité puis de l'intégrité de nos systèmes informatiques, parce que c'est certainement un enjeu, et là, ça déborde du cadre juridique, mais avec lesquels les spécialistes en technologie de l'information doivent jongler. Maintenant, la gestion de performance des télétravailleurs. Alors, il y a une perception parfois que comme on est à domicile, on a peut-être moins ou peu de comptes à rendre sur l'exécution de nos fonctions. Et ça aussi, ça a été discuté auprès de la Commission des lésions professionnelles, désormais le tribunal administratif du travail, dans l'affaire Sans Façon ici, où on avait une travailleuse qui soutenait qu'elle faisait l'objet de harcèlement psychologique. Elle a déposé une réclamation pour lésions professionnelles, lésions psychologiques. Elle disait qu'elle faisait face à un comportement inapproprié de sa superviseure, mais aussi que l'on la forçait à exécuter le télétravail chez elle plutôt que chez son copain, et qu'on exigeait de sa part qu'elle s'explique et qu'elle rende des comptes sur le travail qu'elle effectuait. Et là, la citation ici est un très bon résumé des principes qui s'appliquent, c'est-à-dire qu'il est normal, notamment dans un contexte de télétravail, que la personne en autorité chez l'employeur exige de la travailleuse qu'elle rende des comptes régulièrement de l'évolution de ses mandats et qu'elle fournisse un produit répondant à certains critères de qualité et de productivité. Donc, en fait, c'est important de se rappeler que le fait que le travail s'exécute à distance ne modifie en rien la portée du droit de direction de l'employeur et son droit d'effectuer des suivis, puis la gestion de la performance, évidemment en le faisant sans que ce soit considéré comme du harcèlement psychologique, évidemment en le faisant sans que ce soit considéré comme abusif ou discriminatoire, mais ces principes-là s'appliquent tout aussi bien dans le milieu physique de travail. Maintenant, la surveillance à domicile. À partir du moment où les employés peuvent exécuter leurs fonctions de leur résidence, se pose la question à savoir si l'on peut visiter cette même résidence-là de son propre chef pour vérifier la conformité de l'endroit utilisé par l'employé pour exécuter son travail. Cette question-là est, à ma connaissance, pas répondue, en tout cas en totalité ou de façon spécifique à l'heure actuelle. Évidemment, les principes que l'on vient juste de voir vont s'affronter, c'est-à-dire que le droit à la vie privée, le droit à la protection de son lieu de résidence, il est enchâssé dans la charte. Il est clairement reconnu par les précédents, entre autres en matière criminelle. Donc, est-ce qu'un employeur, de par l'exercice de son droit de direction, peut, de son propre chef, entrer au domicile de l'employé pour valider si sa politique en matière de télétravail est appliquée conformément et si les règles de santé et sécurité sont respectées? S'il y a consentement de l'employé, évidemment, la visite va normalement être permise. Et je vous dirais que dans la majorité des cas, si cette question a été clairement élaborée, précisée, mentionnée dans la politique de l'entreprise au moment de l'embauche ou encore dans le contrat de travail expressément, ça ne posera pas de problème. Ce que l'on voit normalement, c'est un préavis pour faire une telle visite et puis le consentement de l'employé est donc encadré par cette obligation-là d'un préavis. Par contre, s'il n'y a pas de consentement et qu'on veut le faire néanmoins, bien là, c'est à mon avis un débat que l'on va voir poindre à l'horizon. Il existe déjà dans certains milieux, surtout les milieux syndiqués, où certains syndicats ont manifesté leur inconfort face à des politiques qui contenaient de telles possibilités pour les employeurs. Et là, il y aura, en fait, ça sera soulevé, ce débat-là, dans le contexte de il y a plusieurs scénarios possibles. Le premier, c'est évidemment une contestation
d'une politique mise en place dans un milieu syndiqué par le biais d'un arbitrage de grief, un peu à la lumière de ce qu'on vient de voir dans la récente décision qui a été rendue par l'arbitre Flynn. Ou encore, dans la mesure où un employé refuse de se conformer, il pourrait y avoir des mesures administratives ou disciplinaires qui seront prises par un employeur et qui seront ultimement contestées. Et ce débat-là aussi deviendra fort intéressant à suivre. Plusieurs se posent aussi la question, est-ce qu'un inspecteur de la CNSST pourrait, lui, intervenir pour venir s'assurer que le milieu de travail est sécuritaire? Et par milieu de travail, évidemment, on entend le lieu de résidence de l'employé. Évidemment, Davis a bien indiqué en entrée de jeu que je représente les entreprises dans ma pratique. Peut-être qu'ici, je sonnerai biaisé, mais il semble y avoir des fondements dans la loi sur la santé et la sécurité du travail qui lui permettraient. Les pouvoirs de l'inspecteur de la CNSST sont étendus. Il prévoit aussi qu'ils peuvent intervenir sur les lieux du travail. Et on a vu que les lieux du travail étaient définis comme l'endroit où s'exécutait où la personne était présente pour exécuter son travail, donc dans ce cas-ci, le domicile. Alors, il semble y avoir aussi des fondements là où un inspecteur de la CNSST pourrait être appelé à intervenir directement auprès des employés, là où ils se trouvent, c'est-à-dire dans leur domicile. Alors, c'est évidemment, on risque de se reparler, de se revoir pour discuter de cette question-là, qui est une discussion passionnante, en fait, là, à savoir si un employeur peut ou non exercer son droit de direction et valider l'application de sa politique. Dans un monde normal, on soutiendrait que oui. Quand je dis monde normal, je souligne en fait dans le cadre de la relation employé-employeur sur les lieux physiques du travail. C'est clair que le droit de direction d'un employeur peut s'exercer pour s'assurer de la validité ou de l'application de ses politiques. Alors, ici, il y a la composante domicile qui va entraîner, comme je le disais, une discussion fort passionnante. Je termine avec certaines questions connexes et j'aurais respecté presque parfaitement le temps qui m'était alloué. Je m'en voudrais de ne pas vous parler, en fait, de l'enjeu de la protection des renseignements confidentiels et personnels des employés ou même liés à l'entreprise. Alors, il y a deux composantes à ça, que ce soit une entreprise privée ou une organisation publique. Au Québec, évidemment, il y a des lois très strictes qui s'appliquent en matière de stockage, communication, divulgation de renseignements personnels. Et ces lois-là, que l'on soit dans un milieu usuel de travail ou en un bureau physique, etc., ou qu'on soit en télétravail, elles s'appliquent néanmoins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui ont accès aux informations doivent uniquement être celles pour qui c'est nécessaire dans l'exécution de leurs fonctions. Les gens qui ont accès à de l'information quand ils sont à distance doivent assurer la confidentialité de ces renseignements personnels-là, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas permettre l'accès à des tiers présents physiquement ou non autour d'eux. Alors, c'est pour ça qu'on parlera normalement de l'exécution du travail dans un bureau fermé, préférablement, ou en tout cas avec des mesures de sécurité. Et ça me permet ici de vous faire une parenthèse. Le lieu d'exécution du travail à distance doit être balisé. Alors, il y a une croyance très forte actuellement que le télétravail, c'est de permettre le travail là où on souhaite l'exécuter. C'est vrai que c'est intéressant d'un point de vue de flexibilité, on en bénéficie tous. Mais pour une entreprise, pour une organisation, le respect de ses obligations prévues par la loi doit néanmoins avoir lieu. Alors, il y a un juste équilibre ici à trouver entre cette flexibilité-là et les requis qui existent dans nos lois. Protection de l'intégrité des ressources informatiques. Ça, il y a trop d'exemples dans l'actualité pour ne pas nous rappeler à quel point c'est important. Et ça, le télétravail amène ces défis-là. Alors, ça signifie vraisemblablement l'investissement de sommes plus importantes dans les protections informatiques et de s'assurer que les réseaux, les systèmes utilisés soient adéquats. Évidemment, le respect des engagements contractuels et les autres obligations à l'égard de la confidentialité. Il n'y a pas que la loi qui nous force à la confidentialité. Il y a, dans bien des cas, aussi des obligations qui sont contractuelles et qui doivent être respectées sans égard au lieu où le travail s'exécute. Et le dernier sujet, mais non le moindre, en fait, c'est peut-être le sujet le plus sexy à l'heure actuelle, c'est-à-dire le droit à la déconnexion. On en entend beaucoup parler.
bien qu'il n'existe pas, ce droit à la déconnexion-là, c'est-à-dire qu'il n'y a rien dans la loi actuelle qui ne prévoit spécifiquement, encore une fois, parce que je pense que dans la loi sur les normes du travail, il y a quand même des règles qui existent et qui doivent s'appliquer, mais de façon spécifique, le droit à la déconnexion n'est pas reconnu au Québec. Il y a des exemples ailleurs dans le monde, entre autres en France, où on a certaines règles sur l'heure d'envoi ou des courriels, par exemple, etc. Ça, on n'a pas ça ici. Il y a des organisations qui ont emboîté le pas en mettant des balises claires. C'est peut-être, à mon sens, ce que l'on risque de voir davantage dans un futur rapproché. Mais rappelons-nous que des employeurs qui créent des politiques créent aussi des droits et obligations, bien que on puisse y mettre fin. Et, on pourrait faire ensemble 1 heure uniquement sur cette question-là, mais c'est quand même un contenu obligationnel. Alors, il faut prendre garde quand on établit des nouvelles balises de la sorte. Parce que je vous disais, on risque de le voir davantage dans ce contexte-là, parce que le gouvernement actuel, à tout le moins, a démontré peu d'intérêt dans les annonces qui étaient liées aux modifications qui devraient être apportées aux lois en matière de télétravail. On a d'ailleurs précisé que pour ce qui est de la déconnexion, il n'y avait pas nécessairement rien dans les cartons. Ça s'explique aussi probablement par le fait que c'est assez complexe de légiférer sur cette question-là et d'imposer des balises claires par le biais d'une loi à des entreprises qui œuvrent dans des contextes qui sont tellement différents les unes des autres. Donc, ça peut certainement expliquer la prudence dont a fait preuve le gouvernement à l'heure actuelle. Mais ça me fera plaisir de répondre à vos questions si vous en avez sur le droit à la déconnexion. Je sais que ça suscite bien des débats philosophiques et juridiques à l'heure actuelle. Alors voilà, est-ce que j'ai 12h59? Je me sens comme un marathonien qui a terminé juste au bon moment. Merci à tous, puis évidemment, je suis là pour répondre à l'ensemble de vos questions. Alors, une des premières questions qu'on a reçues à 12h35, est-il possible de forcer le retour dans les locaux de l'employeur lorsque les conditions SST ne sont pas respectées à la maison? En fait, c'est une question intéressante. C'est-à-dire que si le télétravail est prévu, accepté par les parties, mais qu'il s'exécute dans des conditions qui ne sont pas adéquates, ma réponse, c'est qu'à mon sens, oui, ce serait justifié de forcer le retour physiquement au bureau. Préférablement, ce serait prévu dans une politique que l'employeur puisse le faire, mais sinon, ce serait justifié par des obligations générales de l'employeur en vertu de la LSST. On les a vus tout à l'heure, entre autres à l'article 51 de la Loi sur la santé et sécurité du travail. L'employeur a des obligations qui sont onéreuses, doit s'assurer de protéger la santé, la sécurité et l'intégrité physique de ses travailleurs, même psychologique à certains égards. Donc, je pense que basé sur cette obligation-là, oui, une décision comme celle-ci serait justifiée. Est-ce qu'un employeur est tenu de fournir des équipements à l'employé qui travaille en télétravail pour rendre sa situation plus confortable ou convenable? On parle de chaises ergonomiques, admettons. Bon, il n'y a pas d'obligation formelle de le faire. C'est-à-dire que, je l'ai expliqué brièvement tout à l'heure, mais si l'employé a une rémunération suffisamment importante que même si on lui oblige de se procurer des équipements, on n'a pas pour effet de réduire sa rémunération sous le seuil du salaire minimum, ce serait légal d'exiger de sa part qu'il contribue puis qu'il se procure des équipements. Maintenant, sur la question des chaises ergonomiques et autres, il faut se rappeler quand même que l'employeur a des obligations en matière de santé et sécurité, qu'il doit assurer la sécurité de ses travailleurs et qu'il fait face, s'il ne le fait pas, évidemment, des réclamations à la CNSST pour accident de travail parce que s'il laisse des employés travailler dans un contexte inapproprié, inadéquat d'un point de vue sécuritaire, c'est ça à quoi il s'expose. Donc, évidemment que ma recommandation, c'est de s'assurer dans tous les milieux de travail que les bons équipements soient à la disposition des salariés, que ce soit en leur demandant de se les procurer ou encore en les fournissant directement. Intéressant. Autre question qui provient de Nathalie. Peut-on exiger que le télétravail se fasse à des heures prédéterminées, comme au bureau, par exemple, de 9h à 5h? On voit des employés qui travaillent de nuit, très tôt le matin, qui se donnent des heures plus variables. Est-ce que, même à distance, en télétravail, on peut exiger un horaire encadré précis? Je vous donne la réponse courte. Tout à fait. Je vous donne la réponse un peu plus détaillée maintenant. C'est-à-dire que dans la mesure où
le travail est déterminé avec un horaire précis, comme dans bien des milieux de travail. On a aussi toujours la faculté, bien qu'on transporte le travail à la résidence de l'employé, de lui demander ou d'avoir les mêmes exigences. Bon, et c'est sûr que si vous avez un horaire de travail flexible déjà en place, ou vous embauchez quelqu'un sur la base de l'absence d'horaire, par exemple, là, il peut y avoir des nuances à apporter. Mais dans la mesure où il existe un tel horaire, que l'horaire est convenu, que ce soit à la maison ou au bureau, on est tout à fait en position d'exiger le respect de cet horaire-là, peu importe le lieu où le travail s'exécute. Parfait. Une autre question qui est de Vanessa Batik qui nous l'a envoyée par courriel plus tôt aujourd'hui. Un employé peut-il refuser de retourner au bureau et continuer à fournir sa prestation uniquement en télétravail? Pas si les autorités compétentes acceptent que vous retourniez au travail. Là, on sort, si on est dans le contexte de la pandémie. Parce que je veux faire une distinction importante. Je l'ai dit tout à l'heure. Si les autorités compétentes émettent des restrictions, par exemple, actuellement, au centre-ville de Montréal, ou même dans les tours à bureaux, on a une limite à 25 de la capacité totale. Alors, si, pour une raison ou pour une autre, l'employeur, l'organisation ne respectait pas les limites qui sont en place, là, on pourrait y avoir un débat. Mais si on fait exclusion de ces nuances-là, qui seraient liées à des recommandations des autorités publiques, un employé ne peut pas refuser d'exécuter le travail là où son employeur lui demande de le faire si la condition d'emploi qui était connue par les parties, c'était de le faire au travail, c'est-à-dire au bureau physique de l'employeur. Puis, est-ce que son refus peut être considéré comme une insubordination? Bien, en fait, tout à fait. Puis je le disais tout à l'heure, quand je parlais du droit d'un employeur de se rendre à la résidence d'une personne, puis si l'employé refuse, ça nous place dans un contexte où un employeur risque d'imposer des mesures administratives ou disciplinaires. C'est la même chose ici. Alors, si un employeur exige la présence physique au bureau, qu'il le fait alors que c'était les conditions qui étaient entendues et que l'employé refuse de le faire, bien, on se retrouve dans une situation où l'employé fait face vraisemblablement à des mesures qui pourraient amener jusqu'à sa fin d'emploi. Et là, je fais abstraction, évidemment, je le répète parce que je veux que ce soit bien compris et que je ne sois pas mal interprété. Je fais abstraction de tout le contexte pandémique, puis aussi d'un contexte où, par exemple, un employeur ne respectait pas ses obligations en matière de santé et sécurité, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas que tout ce qui doit être mis en place pour faire face à la pandémie n'est pas mis en place, bon, etc. Quelqu'un qui a une condition médicale. Là, je travaille sur l'hypothèse où ces questions-là ne sont pas dans le portrait. Là. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler parce qu'il peut y avoir des exceptions. Parfait. Je vais vous lire deux dernières questions avant de compléter avec vous. Joanne nous pose la question, dans le cas d'une surveillance électronique des salariés sur Internet, comme dans le cas de la Ville de Montréal, l'employeur doit-il en informer les employés? Non, ben, normalement, c'est le cas. C'est-à-dire que dans un système de surveillance générique qui est normalement basé sur des contraintes de sécurité, comme dans ce cas-ci sur la sécurité du réseau informatique comme tel, les employeurs devraient être au courant, puis c'est quelque chose qui ne devrait pas être caché. Maintenant, parce que ça fera partie de l'analyse du tribunal à savoir si la mesure était légitime ou non. Maintenant, il y a des exceptions, entre autres lorsque on fait enquête sur des comportements qui seraient répréhensibles et qu'on a des motifs sérieux de faire de la surveillance électronique ou autre, eh bien là, c'est tout à fait différent. Puis on n'a pas à aviser, évidemment, l'employé, mais c'est uniquement ça dans des contextes qui sont exceptionnels. Encore dans une perspective de santé et sécurité au travail, j'imagine, et d'efficacité. Marc-Claude Fortin nous pose la question, puis j'imagine qu'on va être plusieurs à mettre en place des nouvelles politiques de télétravail. Est-ce que l'employeur peut demander à son employé de prendre une photo de son espace de travail à la maison et le transmettre à son employeur pour s'assurer que son espace de travail est convenable sans que ce soit une atteinte à la vie privée? Bien, en fait, la réponse courte, encore une fois, c'est oui. Je pense qu'un employeur peut tout à fait exiger ça de la part d'un employé. Et ça va me permettre de faire une parenthèse, puis on va conclure là-dessus, parce que, à moins que vous vouliez me poser d'autres questions, ça va me faire plaisir, mais vous avez dit deux questions. Mais c'est que j'ai dit tantôt que l'exécution du télétravail ou le télétravail, l'imposition du télétravail, c'était une modification, ça pouvait être une modification des conditions d'emploi, c'est-à-dire le fait de faire son travail à la maison. Maintenant, si le fait de travailler à la maison, c'est une condition de travail reconnue, les modalités qui l'entourent, ça peut être mis
ça peut être balisé par une politique qui est mise en place par l'employeur. Et le respect de la politique, ça appartient à l'employeur et c'est l'exercice de son droit de direction. Et donc, à partir de ce moment-là, l'employeur est tout à fait justifié, puis c'est légitime pour lui de valider que ce que lui demande aux employés est respecté. Et la prise de photos comme ce qui est suggéré m'apparaît tout à fait raisonnable. Parfait. Bien, écoutez, c'était notre dernière question. Il y a beaucoup de questions posées par nos participants qui reviennent, qui se ressemblent beaucoup. Je pense qu'on a couvert l'essentiel par rapport aux exigences, autant de l'employé que de l'employeur. Moi, je tiens à vous remercier vraiment pour votre présentation que je pense animer énormément de personnes qui se posaient des questions depuis un certain moment. Donc, je vous remercie, Maître Lallier, encore une fois pour votre Merci présentation. À tous. Merci et beaucoup. À bientôt. Au revoir.